Bonjour à tous et bienvenue sur Parcours Atypique. Pour ce numéro, nous allons sortir du cadre habituel des entretiens individuels pour une round table autour d'un sujet assez concret, pertinent, mais souvent intimidant, surtout pour notre diaspora. Il s'agit de l'immobilier aux États-Unis. De plus en plus de membres de notre communauté rêvent de devenir propriétaires aux États-Unis, mais se sentent souvent perdus face au processus. Entre la peur de ne pas être éligible, les idées reçues, le manque d'informations ou simplement l'impression que ce n'est pas pour nous, beaucoup abandonnent avant d'avoir même commencé. Mais aujourd'hui, nous allons démystifier tout ça. Et pour ce faire, j'ai avec moi 5 invités, 5 professionnels, tous issus de notre communauté qui ont accepté partager leur expertise, leur expérience et leurs conseils. Nous avons Monsieur Michael Bazier, président de l'Association des Burkinabés de Dallas et par ailleurs délégué au Haut Conseil des Burkinabés de l'extérieur pour la zone sud. À ses côtés, 4 experts du terrain, tous agents immobiliers avec plusieurs années d'expérience. Nous avons Monsieur Dimitri Diallo, Madame Leila Nomré, Madame Karine Sangzabré et Monsieur Abdel Judikael Ouedraogo. Je leur permettrai de mieux se présenter davantage, de nous en dire un peu plus sur eux, sur leur parcours et aussi comment ils sont tous arrivés dans l'immobilier. Alors, merci à vous tous d'être avec nous aujourd'hui sur Parcours Atypique. J'ai pas de doute que notre communauté et moi aussi, on apprendra beaucoup de votre expertise et de votre expérience. Alors, je passe la parole d'abord à Monsieur Michael Bazier pour qu'il nous dise pourquoi il a eu l'idée de nous réunir ce soir autour de cette idée-là. Et qu'est-ce qu'il a constaté au niveau de la communauté avec l'immobilier, avec l'achat des maisons, l'accès aux biens immobiliers. Merci, Monsieur Michael Bazier, vous avez la parole. Merci, Namketa, et merci à nos différents experts qui sont là ce soir pour partager leur expérience dans le domaine de l'immobilier aux États-Unis, et particulièrement au Texas. Cette initiative, c'est vraiment de passer l'information à nos différentes communautés pour qu'on puisse enlever cette peur de s'insérer dans l'immobilier aux États-Unis ici, particulièrement au Texas. Je pense que c'est une très bonne chose d'investir dans l'immobilier. C'est bien d'avoir des appartements et tout, mais je pense que c'est encore plus meilleur de se retrouver dans le milieu de l'immobilier. Donc, pour ce faire, le HCDE Zone Sud, avec notre équipe, nous avons discuté et puis nous avons pris attache avec nos experts que nous avons ici, que nous trouvons qu'ils ont l'expérience et beaucoup de choses qu'ils ont appris, qu'ils pourront partager avec nos différentes communautés. Et cela va permettre à nos communautés vraiment de bénéficier de ces informations-là et aussi peut-être prendre attache avec ces différents realtors qu'ils sont pour pouvoir se lancer dans le domaine de l'immobilier aux États-Unis et au Texas. Merci. Nous allons à présent passer la parole à Madame Karine. Vous êtes basée à Houston. Vous êtes une pionnière dans notre communauté, dans le monde de l'immobilier. Vous accompagnez depuis plusieurs années des acheteurs, des vendeurs, des locataires et des investisseurs. Comment est-ce que vous êtes arrivée à l'immobilier et est-ce que vous pouvez en résumé nous dire un peu plus sur vous, sur votre parcours jusque-là? Bonsoir à tout le monde et bonsoir à tous les auditeurs. D'abord, je vais m'excuser un peu si entre-temps le français ça me lâche au milieu, mais on essaie toujours et here we go. C'est Karine Sangzabré et ça fait 18 ans en allant que je suis aux États-Unis. Professionnellement, j'ai étudié dans le domaine de Hotel and Restaurant Management et disons grosso modo j'étais dans le domaine du service tout au court jusqu'à maintenant. Tout ce que j'ai fait avant, c'est ce que je transmets actuellement à mes clients, des acheteurs, des vendeurs de terrain et puis aussi des locataires. Donc, à peu près depuis 2018-2019, je vais vers ma 7e année dans l'immobilier et chaque transaction vient avec des relations uniques. Et ça te permet aussi en plus d'apprendre plus et de servir toujours. Donc, et c'est
depuis mon parcours, le conseil que je peux donner en général à toute personne, surtout de la communauté, la diaspora, n'aie pas peur de prendre les informations. N'ayez pas peur de prendre les informations et toute personne qui loue peut payer. Si tu as pu payer ton loyer pour 2 ans, même si c'est un appartement ou une maison que tu loues, tu peux payer et trouver une personne à qui vous avez confiance et permettez à la personne avec qui vous travaillez de gagner votre confiance aussi. La confiance est très valuable, donc tout le monde n'en donne pas la confiance comme ça, mais permettez que la personne gagne votre confiance, posez toutes les questions et le real estate, c'est vraiment un terrain qui a beaucoup de... Merci à vous. Je passe à présent la parole à Madame Leila Nombré. Vous êtes passée de professeur de mathématiques à aujourd'hui agente immobilière à Houston. Vous êtes très impliquée dans l'accompagnement des familles immigrées. Comment est-ce que vous avez opéré cette transition et comment est-ce que ça se passe dans le monde de l'immobilier jusque-là? Coucou tout le monde. Je disais comme Karine, si le français me lâche, excusez-moi. Mais on est ensemble. Ça fait 18 ans aussi que je suis aux États-Unis. Et effectivement, comme tu l'as dit, Namketa, j'étais professeur de maths au lycée pendant 6 ans avant de transitionner à l'immobilier. Ça fait 3 ans maintenant que je suis dans l'immobilier. Et c'était vraiment une transition que mes parents, ma mère, précisément, m'a poussée parce qu'au Burkina Faso, c'est quelqu'un elle est vraiment, vraiment dans l'immobilier là-bas. Et donc, elle sait comment, l'immobilier dans aucun pays peut aider à vraiment juste s'enrichir dans un pays, juste ensemble, ou gagner la stabilité. Je me rappelle, elle me disait quand elle avait 18 ans, son premier chèque au travail. Elle a travaillé à la Caisse nationale de sécurité sociale. Elle a pris ça avec sa mère et ils sont partis payer un bien immobilier. C'était un building avec 10 ou 11 maisons. Et je me rappelle, quand j'étais petite, on partait ensemble et elle prenait le loyer. Et donc, c'est vraiment une force. Ma mère, c'est elle la force derrière, cette transition, avec son expertise au Burkina et vraiment son courage. Elle m'a vraiment poussé à juste le faire ici et vraiment connecter avec la communauté. Comme tu le dis, je suis vraiment passionnée à aider les personnes, les immigrants, les Burkinabés, les gens qui viennent ici ne savent pas comment le faire parce que c'est vraiment triste. Je sais que personnellement, au Burkina, par exemple, on est tous confortables. On sait comment, s'engager pour prendre des biens immobiliers, les non-lotis, les non-lotis, les lotis, tout ça, ça se passe fréquemment. Et aux États-Unis, quand on vient ici, c'est comme si les gens ont peur. Et donc, j'utilise mon background de professeur pour aider, éduquer la communauté, les gens, pour qu'ils comprennent que c'est vraiment pas quelque chose qu'ils doivent avoir peur et ils peuvent le faire, et je vais les soutenir en tout moment. Donc, merci beaucoup. Merci. À présent, Monsieur Dimitri Diallo, vous êtes communicateur de formation, actuellement agent immobilier. Vous avez une expertise en tout ce qui concerne le résidentiel, commercial, réhabilitation et gestion de biens. Comment est-ce qu'on fait cette transition-là du monde de la communication vers le real estate et est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de votre parcours? Encore merci à toi, Namketa, et à Michael Bazier pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir nous réunir et puis de créer cette plateforme pour qu'on puisse un peu parler de real estate avec nos compatriotes et avec d'autres communautés également. Effectivement, je suis aux États-Unis, ça va faire depuis 2007, communicateur de formation. Et je suis tombé dans le real estate juste par hasard, par curiosité, parce que moi-même, j'étais dans le processus de vouloir acheter une maison. Et comme Karine l'a dit un peu plus tôt, c'est un processus qui peut être stressant
et qui nécessite quand même que tu puisses avoir quelqu'un de confiance avec qui tu échanges pendant le processus pour te rassurer et pour également qui connaît le processus pour t'expliquer les différentes étapes. Malheureusement, moi, dans l'intention de vouloir acheter une maison, je suis tombé sur quelqu'un je ne dirais pas qui n'avait pas la connaissance, mais qui avait la connaissance, mais qui ne savait pas véritablement comment expliquer le processus pour me rassurer. Donc, ce qui m'a un peu frustré à l'époque et qui m'a poussé à être vraiment très curieux, parce que en général, je suis très curieux comme personne. Et j'ai décidé d'aller prendre les classes pour apprendre, pour pouvoir acheter ma maison. C'était même pas dans l'intention de pouvoir devenir agent immobilier. Et c'est dans ce processus-là que j'ai appris énormément. Et je me suis dit, bon, si moi j'ai eu ce problème, la problématique est là. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui sont frustrés par les agents avec lesquels ils sont en train de dealer. Et ça serait bien de pouvoir partager cette expérience et cette connaissance avec des frères à moi, burkinabés initialement, et aussi avec d'autres personnes si possible. Et c'est comme ça que j'ai atterri dans le real estate. Et comme Leila l'a dit, c'est un métier passionnant qui prend beaucoup de temps. Et c'est un monde dans lequel on finit jamais d'apprendre. Donc, on finit jamais d'apprendre. Souvent, je passe des heures au téléphone avec Karine à échanger sur différents processus, sur différentes méthodes, comment aider nos clients parce que, quoi qu'on dise, le client est au centre de notre intérêt. Ça veut dire, une personne avec laquelle on travaille, ce n'est pas un petit investissement, c'est un gros investissement et qui demande véritablement que l'agent soit impliqué à pouvoir expliquer le processus au client. Et c'est plus ou moins un peu dans cette optique, c'est stressant, quoi qu'on dise, c'est stressant. C'est un engagement qui est souvent sur 30 ans, comme Karine l'a dit. Si tu peux payer une maison, si tu peux louer une maison, c'est que tu peux payer une maison. Et souvent, c'est parce qu'on tombe dans des stéréotypes où les gens se disent « Ah, moi, je veux pas de crédit. » Le crédit est nécessaire en Amérique. Le crédit est inévitable en Amérique. Et le plus vite on comprend c'est quoi le crédit, le plus vite on apprend c'est quoi le crédit, le plus vite on se met à construire notre crédit, le plus facile c'est nous de pouvoir payer une maison. Donc, c'est bon d'avoir le cash, c'est bon de dealer avec le cash, mais dans le processus de vouloir vraiment avoir le cash, c'est toujours bien de toujours avoir un bon crédit. Et c'est dans cette stratégie-là d'accompagnement de clients que nous avons et que nous voulons vraiment que chaque personne qui puisse venir aux États-Unis puisse être propriétaire un jour ou l'autre. Voilà. Merci. Et enfin, Monsieur Abdel Judikel Ouedraogo, vous êtes passé de la finance au real estate, mais vous transposez ces compétences-là dans la stratégie immobilière. Votre domaine de prédilection, ce sont les nouvelles constructions et vous accompagnez surtout les primo-accédants. Comment s'est passée cette transition? Dites-nous un peu plus sur vous et sur votre parcours. D'accord, merci bien et bonsoir. Merci pour tout ce que vous faites pour la communauté. Mika, toi et moi, on vient de loin. En écoutant les autres, je vois que je suis le plus jeune ici. Je suis arrivé aux États-Unis, ça fait 11 ans seulement. J'ai eu mon master en finance et puis investissement en 2023. Par rapport à cela, je suis toujours en finance, mais aussi investissement. Bon, au pays, les gens s'amusaient beaucoup avec les investissements, mais sans savoir que c'était quelque chose d'important. Arrivé aux États-Unis, je vois l'investissement, ça peut être de partout, pas seulement les maisons, mais le secteur financier et tout ça. Donc voilà, comme je disais, je suis en finance. Le fait que j'ai quitté, que je me suis intéressé à l'immobilier parce que je trouve que c'est un bon investissement, surtout que moi je suis dans la finance et l'investissement encore. Ça m'a aidé à comprendre les enjeux et surtout dans la communauté, on voit beaucoup de Burkinabés qui sont là, ils veulent pas prendre de risques et je me dis que aux États-Unis, si tu prends pas de risques, les choses ne vont pas marcher. Et je pense que toutes les personnes arrivant aux États-Unis ont pris des risques, que ce soit un petit risque ou soit un gros risque, on a tous pris des risques. Donc maintenant, je vois les gens ne veulent pas prendre de risques, donc ce qui fait que moi, ça m'a beaucoup intéressé, je suis rentré dedans. Bon, ça fait presque une année maintenant que je suis dedans, je suis encore nouveau, que je dis je suis toujours un bébé, mais bon, on ne finit toujours pas d'apprendre. Donc j'apprends toujours que voilà, jusqu'à présent, je suis là, je m'informe, j'informe les gens qui sont autour de moi et voilà, les personnes qui sont intéressées toujours peuvent me contacter.
la plupart des Burkinabés qui sont là, je dis que il y en a qui sont informés, mais ont toujours la peur de prendre les décisions, ou bien, voilà, toujours raconter des histoires, des excuses, comme on le dit. Mais j'espère bien que avec ce processus, il y aura plus de gens qui seront ouverts à nous pour qu'on puisse les aider. Franchement, je me dis que toutes les personnes qui sont arrivées ici ont eu de l'aide à gauche et à droite, donc on est là pour les aider. Et voilà, investissement, payer une maison ici, payer une maison au Burkina, au pays, c'est presque la même chose. Tu n'as pas vraiment besoin d'être ici pour avoir une maison. Tu peux être, bon, je pense que toutes les personnes qui sont arrivées ici ont une maison au pays. Voilà, on peut faire la même chose aux États-Unis. Tu payes la maison, tu peux louer. Tu peux louer ça aux gens pendant que, voilà, tu n'es pas bon sur place. Donc voilà. Merci. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. On a déjà touché à beaucoup de points déjà dans vos introductions. Mais j'ai envie de vraiment parler des mythes, des blocages, des peurs qu'on rencontre dans la communauté. C'est quoi les mythes les plus courants? Et je vais d'abord demander à Monsieur Bazier, puisque vous êtes leader communautaire, c'est quoi le pourcentage? Je sais que vous n'avez peut-être pas le chiffre exact, mais quand vous regardez dans la communauté que vous servez, est-ce que la plupart des gens sont des propriétaires ici aux États-Unis? Bon, je ne pense pas, je n'ai pas le nombre exact, mais je pense pas que beaucoup de nos compatriotes sont propriétaires, surtout au Texas. Je vais parler de la zone dans laquelle je suis plus informé, surtout au Texas. Je ne pense pas que beaucoup sont propriétaires de maisons. La majorité, je dirais. Par exemple, si vous prenez Houston, la majorité des Burkinabés, dans l'influx de Burkinabés en 2010 à 2014, c'était en majorité des étudiants. Donc, beaucoup sont venus pour les études et voilà. Peut-être il y en a qui sont toujours dans les études et autres. Ils n'ont pas, peut-être, ils pensent qu'ils n'ont pas encore peut-être atteint ce seuil-là qui va leur permettre de se lancer dans le domaine immobilier en tant que propriétaire. Donc, je pense que la peur vraiment, c'est le manque d'information. C'est ça, c'est parce que le manque d'information est très capital. Si vous n'avez pas l'information, vous ne pouvez pas, comme c'est un très grand investissement, beaucoup de gens ont peur de voilà, mettre le pied là-dedans. Tu ne sais pas dans quel milieu tu te lances, puisqu'il faut un crédit bancaire pour pouvoir payer une maison aux États-Unis ici. Il faut un certain résumé financier pour que les banques puissent vraiment vous qualifier en tant que borrower. Donc, et tout ça, ça fait que voilà, beaucoup se disent que bon, je ne vais pas me permettre, je ne vais pas perdre le temps et puis aller voilà, chercher à savoir comment payer une maison et tout. Je préfère rester dans mon appartement et tout. Rester dans un appartement, ce n'est pas une mauvaise chose. Hein. J'aimerais bien clarifier ça déjà. Ce n'est pas une mauvaise chose du tout. Mais je pense que c'est une très bonne idée si beaucoup se permettent aussi de se lancer dans l'achat de maisons. Donc, la peur, vraiment, le mythe, c'est que, voilà, je suis burkinabé, je ne peux pas payer une maison aux États-Unis, bon, je n'ai pas les finances qu'il me faut et tout. Bon, si vous arrivez à payer un appartement à $1,500 ou soit $2,000, je suis sûr que vous pouvez trouver une maison. Avec nos realtors qui sont ici, ils peuvent vous trouver des maisons qui vont coûter moins que ça. Tout dépend vraiment de vos besoins, en fait. Donc, voilà, c'est ça. Merci beaucoup pour cet éclairage. On va revenir sur les mythes les plus courants qu'on rencontre dans la communauté. On attend souvent dire qu'il faut être citoyen pour pouvoir acheter une maison ici. On dit souvent que si on n'a pas un boulot qui est assez, voilà, réglo, si on est indépendant ou si on est entrepreneur et on n'a pas forcément le même revenu chaque mois, on peut pas s'acheter une maison. On dit aussi que si tu n'es pas sûr de ce qui va se passer dans le futur, il ne faut pas te lancer parce que du jour au lendemain, on peut te jeter dans la rue. Autant de choses que j'entends de mon côté. Est-ce que c'est ce que vous entendez aussi dans la communauté? Quelles sont les autres idées reçues que vous rencontrez tout le temps quand vous avez affaire aux gens de notre communauté-là et comment est-ce que vous arrivez à les rassurer?
Une chose que j'ai remarqué, tout le monde, la grande majorité, veut vraiment s'accueillir d'une maison. Mais c'est où ils ont les premières réponses à leurs questions. Donc, si tu vas par exemple dans Mr. Google et puis ça te donne toutes tes informations, ça peut te bloquer souvent. Mais la plupart du temps, c'est la maison que je veux. Et mes finances n'y arrivent pas. D'autres ont déjà peut-être parlé à quelqu'un qu'ils connaissent ou bien un Américain, d'autres personnes, et peut-être ils ont même fait leur application, leur demande pour le prêt bancaire et ça a été denied. Ça n'a pas été approuvé. Ou bien juste simplement en ligne, tu reçois quelque chose de la banque et qui te dit, OK, tu remplis les informations et ça te dit non, que tu n'es pas qualifié. Et du coup, ça s'arrête. Donc, le mythe, c'est comme tout projet que tu prends, il y a des problèmes à résoudre. Mais dès que le premier problème se pose, c'est pas manque d'information, c'est pas par manque de volonté. La plupart de ceux qui peuvent payer et qui sont en train de louer, beaucoup, en tout cas maintenant, dernièrement, je remarque qu'ils sont fatigués de louer. Ils ne veulent pas ça. Et la plupart avec des familles qui grandissent et les enfants, ils n'aiment pas l'école là où ils sont, mais c'est comprendre par mois ce que je vais payer. Est-ce que je pourrais? La peur est là. Et pendant 30 ans. Mais là, d'où vient maintenant une autre question? Tu n'es pas attaché avec quelque chose de 30 ans, vraiment. Tu peux payer ta maison plus vite que ça. La plupart des gens qui ont un prêt de 30 ans, ils peuvent le payer en 17 ans. Juste payant seulement un extra payment au cours de l'année et ça raccourcit ça vraiment. Et au-delà de tout ça, c'est de voir aussi si je décide de repartir, est-ce que je peux m'en décharger? Ils n'ont pas les réponses à ça. Donc, les blocages, c'est surtout 30 ans, rester 30 ans avec un prêt, c'est beaucoup d'années, c'est un long temps. Et si je veux me décharger, est-ce que je peux? Je peux ajouter quelque chose là. Franchement, aux États-Unis, tu n'as pas besoin d'être citoyen aux États-Unis pour payer une maison. Hein. Beaucoup de gens paient des maisons qui n'ont pas la green card et qui sont pas résidents aux États-Unis, qui sont juste venus pour visiter et puis veulent payer une maison. Les Américains appellent ça investissement. Donc, c'est quelque chose que, voilà, ça apporte plus aux États-Unis que à n'importe qui. Donc, c'était par rapport à la première question. On n'a vraiment pas besoin d'être citoyen aux États-Unis pour payer une maison. Je voulais ajouter aussi au point de Karine, un blocage, c'est ils se disent que quand tu payes une maison, tu dois rester aux États-Unis pendant 30 ans. Si tu veux rentrer au Burkina, qu'est-ce que tu vas faire? Pourtant, il y a plein d'options. Mettre ça en location, vendre. Mais ce que moi, je veux parler, je veux juste discuter rapidement, c'est la mentalité qu'on a. Right? Parce que je sais qu'il y a plein de gens, plein de Burkinabés qui sont venus. Ils disent qu'ils sont venus aux États-Unis pour travailler et repartir au Burkina et faire leur vie là-bas, right? Mais moi-même, mes parents ont eu cette mentalité. Ils se disent, je suis aux États-Unis, travailler, faire mon argent, construire ma maison au Burkina et quand je vais avoir l'âge de la retraite, je repars. Et c'est une mentalité qui nous met vraiment en arrière, comme une communauté, comme un pays. Parce que quand on regarde les autres pays, les Nigérians par exemple, parce que je travaille avec beaucoup de Nigérians aussi, c'est pas la même mentalité pour eux. Ils savent que le bien immobilier, c'est vraiment, ça avance. Ça avance la génération, ça avance la famille. Et même si tu sais 100% que tu vas pas terminer aux États-Unis, tu veux repartir au Burkina pour prendre ta retraite, c'est pas ça qui doit t'arrêter ça doit pas te prévenir d'investir ici ou bien de payer une maison parce que tu passes toujours du temps ici. Tu as des enfants. Et comme Karine a mentionné, les écoles, on le sait, les bonnes écoles, la plupart du temps, sont dans les quartiers où il y a des maisons. Ça, c'est juste simple. Ça, c'est basic
tout le monde peut Google ça. Et donc, si tu es venu aux États-Unis, tu veux aider tes enfants à poursuivre une bonne éducation. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu dois vivre dans un quartier, étant enseignant, je peux le dire aussi, tu dois vivre dans un quartier où les prix de maisons à un certain niveau. C'est possible de vivre dans des quartiers où, peut-être il n'y a pas de maison, c'est des locations seulement, mais c'est différent. Peut-être c'est des écoles privées que les enfants doivent aller là-dedans. Donc, c'est vraiment important de changer notre mentalité étant, immigrants burkinabés, que en payant un bien ici, c'est pour avancer la famille. Ça ne va pas te retarder. Tu peux investir ici aux États-Unis et au Burkina. Les deux peuvent être faits. Tu ne dois pas choisir. Tu n'es pas forcé à choisir un seul pays. Faisons les deux. Avançons le pays, avance ta famille et tout. Si. Monsieur Ouedraogo, est-ce que c'est possible d'obtenir un prêt, même si on est un travailleur indépendant? Oui. Le problème des États-Unis, ils veulent comprendre, savoir où tu gagnes l'argent, où l'argent vient, où l'argent part. Récemment, j'ai eu à travailler avec un indépendant qui avait son compte. Il travaille, l'argent vient, ça rentre, il investit au pays aussi. On a commencé le processus. Et voilà, tout se passait très bien. Le seul problème, c'est que voilà, si tu es indépendant, bon, désolé pour le français et l'anglais, souvent, ça va venir, ça va sortir. Bon, si tu es indépendant et que tu travailles pour ton compte, par exemple, tu peux toujours avoir des prêts. Maintenant, avoir des prêts, c'est ça qui fait que les gens vont te demander de déposer, on dit ça, down payment. Et le down payment, c'est pour montrer que tu as l'argent et que tu peux payer la maison. C'est-à-dire qu'ils vont te demander de payer un certain pourcentage du prix de la maison pour qu'on te donne le prêt. Mais c'est possible d'avoir un prêt en tant que... Ok. J'ai envie de passer maintenant concrètement au processus d'achat. C'est à quel moment est-ce qu'on se dit qu'il est temps de chercher un agent immobilier? Est-ce que on peut faire une grande partie de la recherche tout seul? Est-ce que c'est même possible de s'acheter une maison tout seul sans agent immobilier? Oui et non. Oui, parce que disons que tu achètes la maison directement du vendeur. Si le vendeur n'utilise pas un agent, tu peux payer la maison avec le vendeur. Si tu vas payer avec les nouvelles maisons, tu n'as pas vraiment besoin de realtor pour signer le contrat. Tu n'en as pas. Mais comme je le dis toujours, il n'y a rien qui est gratuit et tu paies pour ce qui est gratuit. Si on te dit que il n'y a rien, je ne sais pas maintenant comment c'est en Afrique, mais ici aux États-Unis, nothing, you pay. Tu vas payer pour ce qui est gratuit. Et dis-toi bien que quand tu vas pour payer dans les nouvelles constructions, il y a le salesperson, la personne qui, on dit, représentatif de vente. Qui cette personne la représente? Toi ou bien le constructeur? C'est une simple question à se poser. Il a les intérêts de la personne qui te vend la maison. Peut-être que tu trouves la maison et que tu dis qu'il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de problème, mais tu as besoin d'un realtor qui sait ce qu'il fait aussi. Parce que si tu as un realtor aussi qui n'a pas tes intérêts, et je ne parle pas de l'expérience, tu peux avoir un realtor qui a 20, 25, 30 ans d'expérience et qui peut-être n'a pas le temps là, n'a pas vraiment le temps à te dédier, et tu vas payer pour ça aussi. La personne a juste mis son nom sur tes papiers et sera payée et n'est pas là pour toi. Donc, ça te paye, ça te coûte aussi. Donc, c'est au moment où tu penses à payer une maison, je dis à tout le monde, quand tu vas pour payer une voiture, tu regardes 1, 2, 3. La même chose, tu as besoin d'un lender, l'agent qui va t'aider pour le prêt, et tu as besoin de l'agent qui va t'aider, le realtor, pour trouver la maison. Parle, je dis tout le temps à mes clients, tu m'as, talk to me, tu m'as parlé, tu m'as interview, ask me, pose-moi des questions. Va poser des questions à d'autres personnes aussi, parce que je veux que quand on va travailler ensemble, qu'il y ait cette confiance. Je veux, parce que sans la confiance, c'est un peu difficile. Voilà. Donc, le conseil que je donne, parle à 1 ou 2 ou 3 realtors, même s'ils ne sont pas de la communauté. Parce que c'est un commitment que tu vas prendre pour 30 ans. Et
le prix moyen d'une maison, c'est à peu près maintenant dans les 350-400 pour peut-être 4 bedrooms. Donc, un realtor va t'aider à te donner les informations sur, Léla parlait de ça, les informations de l'école. Tu n'auras pas ces informations. L'agent de nouvelle construction, c'est pas son travail. Il va te donner un papier, voilà l'école qui sera là où ta maison est. Mais est-ce que tu sais vraiment quelles questions demander? Voilà, la maison est prête, tu rentres, tu regardes, tout est bien. Et la disposition du, comme on dit, la parcelle. Si un jour tu veux vendre et que derrière chez toi, tu te dis que, oh, il y a un mur, c'est vraiment bien, c'est un mur de briques. Oui, il n'y a personne actuellement. Dans 2-3 ans, la communauté est complètement construite, n'est-ce pas? Ça devient occupé. Tu as le bus qui passe et tu as un bruit. Quand tu vas revendre ça, vouloir revendre à 5, peut-être 10 ans, si je vais avec un client pour payer ta maison, they call it white noise, le bruit blanc. Ça ne va pas compétir avec les autres maisons. Donc, ton realtor, surtout quand tu vas payer new construction, va avec un realtor qui va t'aider à choisir, à te dire, OK, la disposition de la parcelle est une bonne disposition. Donc, tout le monde en aime, tu veux une parcelle qui est à côté, comme on appelle corner lot. Tu n'as pas beaucoup tu n'as pas des voisins partout. Mais sache que le gouvernement, la terre appartient à l'État. Ils peuvent prendre ça, une petite portion, et tu ne peux rien faire. Ils peuvent diminuer ça un jour. Et puis, si c'est pas bien régulé la zone, tous ceux qui ont les chiens qui font marcher les chiens le soir, ils vont s'arrêter autour de là-bas. Et tu peux ça peut devenir un arrêt de bus. C'est des petits détails que tu ne peux pas voir actuellement quand tu paies la maison, mais qui est là. Et puis, parlant des utility easement, je ne sais pas, ceux qui louent les maisons peut-être, ou qui ont déjà des maisons ont pu voir ça. Souvent, tu vas voir, comme on dit, les pompiers, ils ont là où, fire hydrant, là où il y a l'eau. Et là, s'il y a le feu, ils vont venir mettre leur tuyau et puis avoir accès à l'eau. Souvent, c'est bleu, c'est à côté de chez toi. Ça fait partie de ta parcelle. Si ça fait partie de ta parcelle, sache que de temps en temps, tu vas voir la voiture qui vient et puis ils vont laisser couler l'eau de temps en temps. Donc, la plupart du temps, tu auras beaucoup d'eau devant chez toi. C'est pas un problème, mais si je sors avec un client qui veut payer une maison et que je vais dans cette maison, la maison va compétir à moins. Donc, moi, par exemple, je ne fais pas mes taxes parce que je ne suis pas un tax professional. Mon conseil est que faut pas sous-estimer les conseils des professionnels. C'est des gens qui font ça pour gagner leur vie. La plupart de nous tous, c'est pas seulement parce que peut-être même si la personne fait ça avec quelque chose, non. C'est parce que la personne est vraiment dédiée à t'aider. Ton ami peut t'aider, mais si ton ami n'a pas la connaissance, ton ami ne peut t'aider comme il peut faire ça pour lui-même, si ton ami est realtor. La personne que tu connais peut être ton realtor, mais s'il n'a pas le caractère de vraiment aller au-delà, maybe dans une situation que, OK, appelle un avocat pour poser la question généralement. J'ai eu à le faire. Et en fin de compte, tu te dis, OK, on doit retourner. Ou bien, en fin de compte, tu vois que la maison, c'est comme on dit, un diamant dans la saleté. Donc, ne sous-estimez pas l'aide vraiment des professionnels. Ça ne doit pas être nous. It doesn't have to be us. But why not? Right? J'aimerais ajouter un petit truc que Karine vient de mentionner par rapport au corner lot. Quand je payais ma maison, Dimitri était mon realtor. On a discuté par rapport à ça. Le premier terrain qu'on a vu, c'était un corner lot. Et je suis entré à la maison, j'ai fait mes recherches par rapport au corner lot. Et c'était très bien positionné et tout. Mais je me suis dit, après les recherches, j'ai vu que ce qu'elle a mentionné là, c'est vrai. Il y a des gens qui disent que beaucoup de gens peuvent venir garer leur voiture à côté de ta maison. C'est du côté de la rue, donc il y aura beaucoup de bruit, l'excès de vitesse des voitures, des motos et tout ça. Et aussi, quelque chose qui m'a fait vraiment désister au corner lot, c'est le fait que j'ai vu quelqu'un qui a parlé sur YouTube par rapport au fait que
les gens, la plupart du temps, viennent avec les résidents qui ont des chiens. Ils peuvent peut-être venir s'arrêter vers un corner là, depuis laisser leur chien déféquer et ils ne vont pas nettoyer après leur chien. Donc, ça m'a vraiment tick off. Et puis voilà, je me suis dit, hey, on va juste prendre un terrain. Et j'ai eu un très bon terrain avec Dimitri, juste en face du community center et puis d'un pound. Donc, vraiment, il m'a beaucoup aidé avec ça. Et c'est parce que j'ai fait peut-être certaines recherches et puis j'ai vu que voilà, le corner lot ne me plaisait pas. C'est pour ça que j'ai changé d'idée. Donc, ce qu'elle dit là, je supporte ça. Good job. C'est important tout ça parce que souvent, en voulant trop économiser, on finit par perdre dans la durée. Comme on le dit, chacun son métier, chacun sa spécialisation. Donc, en voulant peut-être contourner certains frais, si au bout de quelques années, on essaie de revendre sa maison et qu'on voit que finalement, le prix n'a même pas grimpé parce qu'on a choisi un endroit qui était mal placé mais qu'on ne savait pas. Voilà, ça permet d'éviter tout ça que de passer par des professionnels. Ma prochaine question à Monsieur Diallo cette fois-ci, c'est quoi les étapes concrètes quand on veut acheter une maison? Si j'ai envie d'acheter une maison dans une année, je dois commencer par quoi concrètement? Ok, ça revient un peu au mythe que beaucoup de gens pensent de l'achat de la maison. Et il faut savoir faire ses recherches, soi-même personnellement d'abord. Ça, c'est la première des choses. Et qu'en faisant ces recherches, il faut savoir dans quel coin on veut aller vivre. Et une fois qu'on a une idée de coin qu'on veut aller vivre, personnellement, il faut savoir où se trouve ton crédit. Il faut savoir aussi combien tu peux acheter. Ça, c'est les étapes préalables de pouvoir acheter une maison. Parce que ne pas savoir combien on peut qualifier est un gros handicap. Parce que si, par exemple, ton revenu te permet de pouvoir aller acheter une maison qui coûte peut-être, disons, 350 000, et toi, tu es en train de faire des recherches pour aller acheter une maison qui fait 500 000, c'est clair que tu ne pourras pas acheter la maison de 500 000. Et également, quel type de loan tu veux avoir? Est-ce que tu veux faire conventional? Est-ce que tu veux faire FHA? Est-ce que si tu as fait l'armée, est-ce que tu peux qualifier pour VA loans? Ça, c'est des choses sur lesquelles, en tant qu'agent, nous, on peut t'accompagner, mais j'aime à le dire, je ne suis pas un lawyer, parce que beaucoup de mes clients souvent me posent des questions et je dois les dire clairement, je ne suis pas un lawyer et je ne suis pas un financial advisor. Je ne suis pas dans les finances. Je peux t'accompagner, je peux t'expliquer, mais comme Karine l'a dit, il faut s'allier à des professionnels du domaine. Nous, les agents, on peut te donner des informations. Mais ces informations-là, comme Michael l'a fait, tu peux aller vérifier toi-même avec des professionnels dans le domaine. Donc, une fois que ces étapes préalables sont faites, quand je dis connaître où se trouve son crédit, connaître combien tu peux acheter, s'attacher les services d'un professionnel comme nous, comme agents, qui puisse nous permettre de t'accompagner, savoir dans quelle zone tu veux aller, ou dans combien d'argent tu veux mettre dans ta maison. Pour moi, c'est les éléments primordiaux dans le processus d'achat d'une maison. C'est des éléments, c'est des choses que dès le départ, si tu as ces éléments-là entre tes mains, c'est plus facile pour nous, en tant que ton agent, de t'accompagner dans le processus d'achat. Maintenant, c'est stressant. Quand je dis c'est stressant, beaucoup de gens, tant que le processus n'est pas terminé, une fois que vous avez signé le contrat, c'est que le début du commencement. À un moment donné ou à un autre, le processus peut s'arrêter. Et si ça s'arrête, ça peut être dû aux finances, peut-être parce que tu n'as pas qualifié ou peut-être parce que tu as fait quelque chose durant le processus qui t'a porté préjudice. Par exemple, c'est pour ça qu'on dit, une fois que le processus est lancé, tu dois oublier comment utiliser ta carte de crédit, par exemple. Ça veut dire, tu dois faire très attention à ton utilisation de carte de crédit. Ça veut dire, nous sommes un accompagnement au préalable durant le processus et même après, ça veut dire cette relation que vous établissez avec un client ne finit pas. Parce que comme on est un client satisfait, t'apportes d'autres clients également. Je ne sais pas si j'ai un peu répondu à la question. Ça veut dire le domaine est tellement vaste qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites en même temps. Je vais poser la prochaine question à Madame Nombré. Qu'est-ce qui se passe quand, à un moment donné du processus, avec un client, celui-ci décide qu'il a envie de désister ou qu'il n'aime pas quelque chose et qu'il ne veut pas aller au bout? Est-ce qu'on peut changer d'avis une fois qu'on s'est lancé et qu'on a engagé un agent immobilier? Ok, ça dépend. Si le contrat a été déjà signé pour la maison, je vais commencer avec ce scénario. Si le contrat était déjà signé pour la maison,
c'est un peu plus difficile. Normalement, quand tu t'engages pour une maison et tu signes le contrat, tu donnes ce qu'on appelle option money. Et ça, c'est juste une assurance, au fait. C'est 5 ou 7 jours comme c'est là, en addition du down payment ou bien l'avance que tu dois donner, que tu donnes aussi pour avoir l'option de juste changer ton avis, right? Peut-être tu fais un rêve, un mauvais rêve, tu vois que tu es à la maison, ou tu fais une inspection. Ça, c'est vraiment l'objectif de l'option option period, c'est de faire l'inspection pour voir s'il y a des problèmes avec la maison. OK. Et donc, si à ce niveau, tu fais l'inspection ou tu fais un couchement, par exemple, tu vois que tu n'aimes pas la maison, tu peux walk away, tu peux partir, tu vas bien sûr perdre, entre $100 à $300, et ça, c'était juste ton option period. Et puis, tu changes de maison ou bien tu t'engages dans une autre maison. Le deuxième scénario, c'est que tu embauches un agent immobilier, vous signez le contrat de représentation et peut-être 1 mois, 2 mois après, tu réalises que l'agent immobilier que tu as embauché, ça ne va pas en vous. Par exemple, peut-être la personne ou l'immobilier ne t'aide pas vraiment comme tu l'avais imaginé. C'est facile à walk away ou de partir à ce niveau. C'est juste simplement appeler l'agent immobilier ou l'écrire et dire, OK, merci beaucoup, je veux plus qu'on travaille ensemble. Et la plupart des agents immobiliers, ils vont te laisser aller. Yes, il y a des contrats qu'on signe. Normalement, le contrat, c'est 3 mois pour avoir assez de temps de faire les recherches et tout. Mais en tout cas, moi, personnellement, je peux dire que si j'ai un client qui n'est pas, que mes services ne les plaisent pas, je dis c'est OK, on peut seulement, on peut partir. Mais ça m'est jamais arrivé, for now. Donc, ça, c'est les 2 scénarios. La prochaine question, c'est à Monsieur Ouédraogo. Comment est-ce qu'on sait qu'on fait une bonne affaire? Que cette maison-là, par rapport à son prix, que c'est vraiment, voilà, c'est le bon moment pour acheter. Est-ce qu'actuellement aux États-Unis, le marché est favorable pour ceux qui veulent acheter? Le marché est toujours pas favorable pour tous ceux qui veulent payer les maisons, ceux qui veulent vendre les maisons. Franchement, il n'y a pas vraiment un bon moment. Si le market financier, par exemple, s'il y a la crise économique, peut-être ça peut être un bon moment parce que les prix, les intérêts, les taux d'intérêt vont descendre. Ça peut être un bon moment. Par exemple, pendant Covid, quand les choses étaient bizarres, les gens payaient les maisons parce que les taux d'intérêt étaient plus bas. Maintenant, une bonne affaire, vraiment, tout dépend de la personne. Hein. Mais nous, en tant que agent, notre devoir, c'est de te faire prendre une maison qui a son prix. Parce que la plupart du temps, les maisons sont, ils vont overprice the houses. Donc maintenant, nous, notre devoir, c'est de faire en sorte que quand tu vas prendre une maison, la maison soit au prix du marché. Parce que généralement, c'est le marché qui détermine les maisons. Et la plupart du temps, ceux qui vendent les maisons ont tendance à augmenter toujours les prix. Donc c'est pour ça, par exemple, revenons, on a toujours besoin des agents parce que nous, on connaît le système, on peut faire les analyses du market pour connaître exactement le prix. Maintenant, pour terminer, je dirais la satisfaction d'une maison. Par exemple, tu peux payer une maison qui a à 500 000 et tu vois, voilà, elle a toutes les tous les corners que tu veux. La maison, tu penses que voilà, c'est une très bonne affaire. Ça peut être une très bonne affaire si, par exemple, si c'est ta maison de rêve. Tu avais tout ce que tu voulais dans la maison est dans la maison. Ça, c'est une bonne affaire. Donc, voilà. Donc, tout dépend vraiment de comment tu te situes. Mais du moment que si tu as eu la maison que tu voulais vraiment, tout dépend vraiment le moyen, l'argent que tu as payé, vraiment, ça n'a pas de souci parce que tu es déjà satisfait de la maison que tu as payée.
Voilà. Monsieur Bazier, est-ce que vous êtes satisfait de l'expérience avec Monsieur Diallo? Je suppose que si vous êtes assis ici ensemble, c'est que tout s'est bien passé. Qu'est-ce qu'il a apporté concrètement dans votre processus là et que vous, quand vous regardez en arrière, vous dites voilà, si Monsieur Diallo n'était pas là pour m'accompagner, je serais peut-être perdu à telle étape ou à telle étape. Bon, Dimitri, c'est un très bon ami. Voilà, on se connaît très bien depuis longtemps. Donc, c'est pour ça, c'est l'une des raisons pour laquelle voilà, je l'ai choisi en tant que realtor. Ça, c'est un. Deuxièmement aussi, à cause de son expertise. Voilà, quand je l'ai approché, c'est lui-même qui me poussait, hey, il faut que tu payes une maison. Voilà, donc, quand je l'ai approché et puis voilà, on a discuté et tout, je lui ai dit, bon, ok, je suis prêt à payer une maison. Allons chercher. Voilà, donc, voilà, le lieu était vraiment très important pour moi parce que je voulais une maison qui allait vraiment être à côté de mon service en fait, puisque je travaille beaucoup dans le domaine des infrastructures, donc ça fait que voilà, je bouge un peu trop, mais je voulais quelque chose vraiment qui était à proximité en fait. Donc voilà, quand j'ai contacté Dimitri et voilà, il m'a aidé à trouver cette zone-là. Et puis voilà, on a fait on a pris les premières démarches, nous sommes allés ensemble. Je pense que ta question, c'était comment on sait qu'on a fait une bonne affaire. Souvent, on pense que la bonne affaire, c'est quand, par exemple, on a payé la maison moins que ce que le vendeur demande. C'est pas toujours comme ça. En tant qu'un agent de vendeur, la plupart des agents de vendeur, pour moi, quand je mets une maison sur le marché pour un vendeur, je mets ça au prix exact. Les vendeurs ont tendance à dire, il faut mettre en haut et on va descendre. Non. Si tu mets en haut et que tu vas descendre, pendant le temps que il y a des acheteurs qui vont dire, c'est plus que mon prix, je ne regarde même pas. Donc, il y a ce groupe d'agents qui représentent les vendeurs qui vont mettre le prix de la maison exactement. Le prix exact de la maison. Donc, la meilleure affaire, c'est pas payer moins. Mais la meilleure affaire pour moi, c'est quand je vais avec un acheteur et qu'il aime la maison. Tu veux savoir si la maison a été construite en 2020, par exemple. Essaie de voir le prix auquel ça a été payé. Tu ne sauras jamais ça à moins que tu travailles avec un agent. Et essaie d'étudier les maisons qui ont été vendues, qui ont été achetées au même moment, à quel prix ils ont été vendues. Mais compare cette zone-là à une autre. Peut-être tu as vu une maison dans une autre communauté, dans une autre zone. Tu essaies de comparer les zones et puis voir à quelle accélération la valeur monte. Et disons par exemple que chacun veut payer, c'est ça la meilleure affaire. Tu veux payer dans une zone où la valeur monte plus rapidement. Donc, la meilleure affaire, c'est comme on dit, tout le monde sera d'accord avec moi en tant que realtor, location only. So, c'est la zone vraiment. OK. Allons revenir à M. Bazier. Est-ce que vous avez fait une bonne affaire dans votre processus d'achat? Parce que Dimitri m'a vraiment beaucoup aidé. Quand on est venu pour voir, j'ai pris un new build. Donc, quand on est venu, on a choisi le terrain ensemble. Il m'a accompagné avec ma famille, on a choisi le terrain et puis voilà, sur place, voilà, le seller m'a dit que you have to deposit $1,000 for your earnest money. Dimitri m'a dit il faut payer les $1,000. J'ai dit ok, pas de problème. Donc j'ai payé les $1,000 sur place et puis je pense que c'est la somme dont Leila parlait tantôt. Donc j'ai comme une garantie, si tu désistes, voilà, tu peux perdre ça et puis voilà, c'est tout quoi. Voilà. Donc smooth process. Quelques jours après, on nous a dit de revenir peut-être une semaine après. Donc, je suis revenu une semaine après avec Dimitri. On a visité plusieurs coins, mais voilà, on s'est retourné dans une zone vraiment qui était très proche de mon service et tout. Et voilà, on a commencé la construction. Donc, comme je suis dans le domaine de la construction, moi, je venais peut-être chaque semaine pour voir l'avancement de l'état de la maison et tout. Donc, en tout cas, c'était bien. Je n'ai aucun regret à avoir utilisé Dimitri en tant que realtor. Et beaucoup même de nos compatriotes à Dallas ici ont utilisé aussi Dimitri comme realtor parce que il aide beaucoup les membres de la communauté à pouvoir s'acquérir des maisons. Donc, une chose que je voulais partager, c'est vraiment en tant qu'acheteur,
c'est de vraiment faire son homework. C'est très, très important. C'est vrai que vous avez le realtor qui vous accompagne et tout. Le realtor va vous guider. Mais vous aussi, parce que c'est un très grand investissement. C'est un requirement, je dirais, à l'acheteur vraiment de faire cet exercice-là et comprendre vraiment comment payer une maison, dans quoi je me lance, quel sera mon paiement mensuel. Parce que quand tu pars pour le loan de ta maison, il y a ce que tu vas être qualifié et puis il y a ce que tu peux afford. On peut te qualifier pour peut-être une maison de 500 000 $, mais est-ce que tu peux payer une maison de 500 000 $? Parce que ton loyer peut se retrouver à 3 000 ou 4 000 $ par mois. Voilà. Donc, si tu prends ça, si tu dis que voilà, on m'a qualifié pour 500 000 $, bon, je vais prendre les 500 000 $ et puis payer la maison. Voilà, tu peux te retrouver dans des soucis après parce que en fonction de la valeur, de l'augmentation, de l'appréciation de la valeur de la maison, les taxes changent chaque année. Donc, ça fait que ton mortgage peut augmenter ou diminuer. Et généralement, quand c'est une très bonne, une maison de 500 000 au Texas, c'est une très bonne maison et la valeur peut augmenter. Et si ça augmente, tes taxes vont augmenter et ton mortgage peut changer aussi. Donc, il faut vraiment faire cet exercice-là, comprendre vraiment combien je peux afford. Ça, c'est mon expérience personnelle. Je parle en tant que acheteur. Je sais que les realtors qui sont ici ont beaucoup plus d'expérience et ils peuvent encore... Tu as dit que tu parles comme un agent based on experience. You're knowledgeable. Non, en fait, vous savez, mon expérience personnelle, quand je ne suis pas realtor, comme je le dis, mais mon expérience personnelle, quand Dimitri m'a amené pour payer la maison, quand j'ai vu le prix et tout, j'ai un ami qui est un collègue qui m'a montré une calculatrice qui pouvait qui calcule, ça s'appelle Financial Calculator et je recommande ça à tout un chacun. C'est-à-dire que vous pouvez mettre le prix de la maison, le taux d'intérêt, les taxes, le pourcentage de taxes et quoi d'autre, toutes les informations de PMA et tout, et ça va vous dire exactement combien vous allez payer par mois. Vous voyez. Donc, si vous ne savez pas comment avoir les informations de taxes de la maison, toutes ces informations sont publiques. Vous pouvez aller sur le cadre, sur le county de là où vous allez payer la maison. Ça va vous dire exactement combien % vous allez payer de taxes sur la maison. Vous voyez. Donc, en fonction de ça, vous allez avoir une estimation de combien vous allez payer par mois. Et vous allez voir, bon, ok, je peux me permettre de payer ça. Voilà, donc c'est la maison avec laquelle je vais aller. Donc, toutes les informations par rapport aux maisons aux États-Unis ici sont publiques. C'est-à-dire que s'il y a peut-être 2-3 personnes qui ont payé la maison, la maison a eu plusieurs propriétaires il y a 2-3 années, vous pouvez avoir des informations des achats et des ventes et tout. Et si je me trompe, vous me corrigez. Hein. C'est comme je dis, je ne suis pas realtor, mais ça, c'est l'exercice que je fais à chaque fois quand je regarde les maisons. Donc, voilà, vous pouvez avoir beaucoup d'informations en tout cas. Donc, il faut faire il faut mettre l'effort et puis faire cet exercice-là. Ça va aussi alléger la tâche à votre realtor en fait. Donc, en tout cas, Dimitri, on va continuer à acheter des maisons ensemble ici à Dallas. Tu sais, à chaque fois, on passe du temps à avoir cette conversation. Et si je peux juste ajouter un élément essentiel, comme on dit, quand on a parlé des mythes, il y a beaucoup d'informations personnelles qu'on doit avoir. Nous, les agents, on essaie de notre mieux d'accompagner les clients en les donnant le maximum d'informations. Mais il faut également poser les bonnes questions et souvent aussi pas forcément les bonnes questions, poser les questions qui peuvent vraiment venir dans ta tête et qui te dérangent. Par exemple, quand on parle de... Moi, par exemple, il y a des clients qui pensent que quand on va pour l'achat d'une maison, c'est eux qui doivent me payer. Dans le processus d'achat d'une maison, ce n'est pas le forcément, dépendamment avec les nouvelles lois qui ont changé un peu, ce n'est pas en général l'acheteur qui paye l'agent. C'est le vendeur d'une manière générale qui paye une partie de la commission de l'agent. Bon, avec les nouvelles régulations, les choses ont un peu changé, évolué. Ça peut aller dans les deux sens. Mais d'une manière générale, beaucoup de vendeurs prévoient dans le processus d'achat de vente de la maison un pourcentage du prix de vente pour les agents, d'une manière générale. Donc, il y a beaucoup de petites informations du genre qui font que souvent,
ça freine les gens. Il ne faut pas avoir peur. Comme on dit, c'est au pied du mur qu'on connaît le vrai maçon. Quand on a envie, quand on pense, ça rejoint un peu le when is the right time, c'est quand le bon moment. Le bon moment, en réalité, c'est quand on est prêt, quand on veut payer. Ce n'est pas, moi j'aime à dire, ce n'est pas forcément le marché qui doit dicter où je veux mettre ma famille. Où je veux mettre ma famille, ça dépend de à quel moment je me sens personnellement prêt financièrement pour mettre ma famille à l'abri. Est-ce qu'on peut acheter une maison à distance? Disons que je suis à New York, j'ai envie d'acheter une maison au Texas. Comment est-ce que je fais? Personnellement, j'ai eu à dealer avec quelques clients du genre, mais les restrictions pour pouvoir acheter à distance peuvent venir du fait du type de loan que tu veux avoir. De ma propre expérience, on te demande généralement est-ce que ça va être ta résidence principale. Et si c'est ta résidence principale, est-ce que tu as les documents qui peuvent prouver que tu vas habiter dans cette maison? C'est-à-dire, par exemple, un contrat d'emploi qui prouve, dans le processus de la demande de prêt immobilier, on va te demander, par exemple, un contrat de travail qui prouve que ton lieu de travail sera dans la ville où tu veux aller résider. Ça, c'est. Mais maintenant, si c'est pour un investissement, dépendamment du type de loan, si c'est un investissement que tu veux faire, les restrictions sont un peu différentes. Mais si c'est par exemple un FHA, le FHA va t'exiger un contrat de travail qui prouve que tu vas résider dans la ville où tu veux acheter la maison, par exemple. Et je laisse les autres également répondre, ajouter un peu par rapport à ça. Je veux ajouter, par exemple, moi j'ai aidé plein de gens de New York à payer des maisons ici. Si c'est mari et femme, par exemple, et la femme ou le mari va vivre ici et le mari, par exemple, va rester à New York travailler, c'est possible. Si c'est une résidence principale, une personne quand même dans le couple doit résider dans la ville. Donc, et si c'est juste une personne, tu dois résider dans la ville 50% du temps. C'est ça qu'ils considèrent une résidence principale. Donc, quand c'est deux personnes, si une personne peut rester full-time à Houston, par exemple, ça marche. Mais si les deux ne vont pas vivre à Houston, ça va être investissement. C'est le bon moment pour faire la transition vers les financements. On dit souvent que l'argent, c'est le nerf de la guerre. On veut les belles maisons et tout ça. Est-ce que c'est à la portée de tous? C'est ça qui est la vraie question. À partir de quel revenu est-ce qu'on peut rêver pouvoir s'acheter une maison? Est-ce qu'il y a un minimum? Est-ce qu'il faut forcément avoir un certain pourcentage d'apport pour la maison? Et sinon, si on n'y est pas encore, c'est quoi les alternatives? Je vais laisser libre la parole à qui veut prendre. Avec la première maison, c'est souvent peut-être la maison de rêve. Mais le conseil que je donne personnellement, parce que nous, c'est pas chez nous ici, principalement. On vient d'ailleurs. Et on fait beaucoup de sacrifices. C'est beaucoup de sacrifices. Et on voit rapidement les gens qui sont dans ce pays et à un certain âge, tu as seulement ton 401k, ton retirement. Et je travaille avec ces gens-là. Et tu vois que c'est pas assez. Donc, c'est quelque chose à vraiment être... il faut avoir peur de l'âge qui vient aux États-Unis. Il faut avoir une petite peur actuellement et puis essayer de résoudre le problème de l'âge. Parce que le coût de la vie continue à augmenter. Donc, payer une maison, c'est pas seulement c'est pas le simple fait que c'est un investissement, mais c'est un support. C'est un support pour demain. Je dis ça pourquoi? Tu paies une maison aujourd'hui et dans une année, tu es capable de payer une autre maison, encore si tu veux, en étant seulement discipliné dans tes finances. Avec seulement, disons, moins de 20 000 chaque année, tu peux te permettre de payer une maison. Et les gens se demandent, est-ce que je dois avoir payé, comment je peux faire que je peux avoir deux prêts en même temps? Tu le peux, ça dépend de ce que tu fais avec l'autre. Donc, je dis, pour répondre maintenant à la question vraiment, je dis, au lieu de regarder la maison de rêve, parce qu'on vient de loin, au lieu de chercher la maison de rêve, il faut d'abord construire le rêve avant de vivre dans le rêve. Donc,
Disons, si tu vas avoir une maison et tu te demandes, c'est ce que je dis à mes clients, quand vraiment il y a cette confiance, cette maison que tu vois qui est nouvelle et qui a ci, qui a ça, est-ce que si cette maison était à louer, tu peux louer cette maison? Est-ce que cette maison est assez bien pour toi de louer? La plupart du temps, la question est oui. Donc, si tu peux louer la maison, paie la maison. Parce que dans 365 jours, tu es capable de payer une autre maison. Et cette maison-là que tu viens de payer, tu mets ça à louer. Et c'est quelqu'un d'autre. L'argent ne sort pas de ta poche par mois. La maison A, ça serait payé par quelqu'un d'autre. Disons que dans 5 ans, 10 ans, et que tu veux revendre la première maison, l'argent n'est pas sorti dans ta poche. Donc, chaque mois, l'argent qui a été payé envers le principal, ça te revient. Maintenant, tu prends ton argent et puis tu mets dans la banque en 10 ans. Je ne sais pas, tu es dans le domaine des finances. Je dis que tu pourras me dire, mais à un certain moment donné, Bank of America was giving the best interest rate. It was like 6 cents for every $100. Ça va nous amener où? Donc, la maison de rêve va venir. La maison de rêve, c'est la maison où tu te dis, je vais rester là-bas je sais que je serai là pour 20 ans, 30 ans. C'est là où je veux que mes petits-enfants viennent me visiter, mes enfants viennent me visiter. Mais avant, je conseille, construire le rêve avant de vivre le rêve. Et ça prend petit. Le taux d'intérêt du savings de Chase, c'est 0,01%. Donc, il faut vraiment voir, c'est une très bonne, un très bon point qu'elle a souligné. Est-ce que déposer 10 000, 20 000, 30 000 dollars dans un compte à la banque va vous servir? Ça peut servir peut-être de fonds d'urgence, mais laisser cette somme-là dans la banque, c'est la banque qui bénéficie, vous ne bénéficiez pas parce que le taux d'intérêt est à 0,01%. Voilà, donc ça c'est mon opinion. Je pense que je suis un peu plus dans l'investissement, donc moi je ne peux pas garder par exemple une telle somme en banque. Voilà, donc peut-être je préfère me retrouver dans le domaine de l'immobilier ou ça dans le domaine de la bourse aux États-Unis, mais pas garder ces sommes-là en banque. Chacun est différent, hein. Je ne dis pas que c'est la méthode qu'il faut prendre, mais il faut aussi voir ce qui vous arrange parce que généralement les banques ici ne donnent pas un taux d'intérêt qui vont vraiment vous satisfaire. Oui. Si je vais ajouter un peu à ce que Mike a dit, tu as complètement raison. Moi, je dirais en tant que financier, l'argent que tu vas mettre dans la banque, c'est peut-être l'argent que les gens appellent ça emergency money. L'argent que tu as quelque chose, quand tu as besoin de liquidité, tu peux pour prendre. Mais le reste, je conseille de ne pas mettre dans la banque. Tu peux investir dans les comptes et puis ça est là. Il y a des comptes que même les banques Chase donnent, tu mets ton argent là-bas et puis chaque mois tu as des dividendes. Donc, tu n'as pas besoin de toucher à ça. Peut-être par exemple 10 000, 20 000 chaque année. Il y a des comptes pour ça. Il y a des comptes spécialement. Chaque année, on te donne 7 000. Tu dois déposer 7 000 dollars. Et c'est par exemple pour ton retirement. Quand tu seras à la retraite. Et ça te permet de ne pas toucher. Parce que si tu veux toucher avant ta retraite, tu auras des taxes à payer. Donc, l'argent est là-bas. C'est en train de grandir avec le marché. Donc, c'est bon de mettre l'argent dans la banque si c'est peut-être un peu, pas plus de 10 000. Parce qu'après 10 000, là, tous les intérêts iront à la banque. J'ai envie de rebondir un peu sur les types de financement. C'est quoi les types de prêts qu'on peut avoir quand on veut acheter une maison? Et généralement, c'est quoi les conditions pour qualifier pour ces prêts-là? Bon, si je peux répondre, comme j'ai dit encore, nous sommes des agents immobiliers, mais nous ne sommes pas des conseillers financiers. Et par rapport aux différents types de loans, il y a le FHA loan, First Time Home Buyers Loan. Le First Time Home Buyers Loan, en général, le down payment est de 3,5% qu'on demande pour le First Time Home Buyers Loan. Et l'autre type de loan qu'il y a, c'est les Conventional Loans. Conventional Loans, les dépôts peuvent varier entre 5, 10, 20%, dépendamment de lender ou comment on dit lender en français, de la banque qui va donner le financement.
Et également, il y a le VA Loan. VA Loan, c'est en général les gens qui ont fait l'armée, qui ont accès à ce type de loan. Donc, ils ont beaucoup de bénéfices parce qu'ils ont servi l'armée américaine ou les forces armées américaines en général. D'une manière rapidement brossée, c'est les trois principales qu'on peut dire que beaucoup de gens deal avec d'une manière générale. Après ça, dépendamment de la structure financière qui va t'accompagner, il peut avoir différents avantages et différents inconvénients. Et il y a certaines structures qui peuvent t'aider à trouver des down payment deposit programs qui peuvent t'aider à trouver le deposit pour pouvoir acheter de la maison. Il y a des programmes qui peuvent, les banques eux-mêmes proposent souvent des programmes où ils peuvent te donner du cash pour que tu puisses payer le closing cost. Closing cost, c'est les frais de clôture d'achat de maison. En général, beaucoup de structures financières également peuvent également t'accompagner dans ça. C'est différents produits que les institutions financières ont par rapport à ces différents types de loans qu'ils peuvent proposer aux clients sur la base souvent du revenu, sur la base également de ton crédit. Le crédit est incontournable dans ce processus-là. Ça veut dire le plus tôt les gens réalisent l'importance du crédit dans le processus d'achat de maison, le plus facile devient le processus. Parce qu'on voit des gens qui pensent que leur crédit est bon et à un certain moment, ce n'est pas le fait que le crédit soit bon. Si le crédit peut être très bon, mais il n'y a rien qui back up le bon crédit. Le crédit est vierge. Un crédit vierge n'est pas forcément un crédit qui est bon. Quand tu vas vers une institution financière, il y a beaucoup de choses qui rentrent en place. Et je dis en général à mes clients, quand tu vas essayer, on te dira si c'est bon ou pas. Et quand c'est pas bon, ça te permet de mieux te préparer et de savoir qu'est-ce qui doit être fait maintenant pour pouvoir acheter la maison. Pour rebondir à ce que M. Dimitri vient de dire, est-ce que, Madame Nombré, vous avez déjà eu des situations où le client n'a peut-être pas soit les fonds nécessaires pour le down payment ou ne qualifie peut-être pas pour le loan? Est-ce que c'est pour un problème de crédit? Vu que vous travaillez beaucoup avec des gens de notre communauté, qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'il y a à faire quand vous êtes devant une situation où une personne n'a peut-être pas totalement ce qu'il faut? Comment est-ce qu'on peut corriger tout ça pour se rassurer que la prochaine tentative est réussie? Yes. Donc, pour juste ajouter avec ce que Dimitri dit, en 0% et pour payer une maison, tu as besoin d'une avance, au fait, en 0% jusqu'à 20%. Ça, c'est normalement ce que les gens aiment mettre en deposit. Mais tu n'as pas besoin de 20%. Et comme Karine l'a dit, 10 000, 15 000 actuellement, si tu as 10 000, 15 000 dans le compte, tu peux faire un achat actuellement. Ça va être un minimum que tu vas faire et tu pourras acheter la maison. Maintenant, si tu es étranger, si tu ne vis pas aux États-Unis et tu veux payer une maison, tu dois avoir au moins 25 à 30% d'avance. Et je pense que Dimitri disait que le crédit, c'est vraiment important. Mais si tu es étranger, tu n'as pas besoin du crédit, of course, parce que tu n'es pas américain, tu n'as pas les papiers américains. Donc, c'est possible pour les gens étrangers, même s'ils n'ont pas de crédit, mais tu auras besoin beaucoup d'avance, 25 à 30% du prix d'achat. Et la deuxième question que tu as demandé, Namketa, de qu'est-ce que tu fais si tu n'as pas 10 000, 15 000, 20 000 dans ton compte actuellement tout de suite pour payer une maison? Il y a des programmes. Si tu es enseignante, par exemple, enseignante, policier, infirmier au Texas, il y a un programme qui s'appelle TSHAC. Ça s'appelle le Texas State Affordable Housing. Et actuellement même, je suis en train d'aider une de mes collègues, former. On a enseigné ensemble et elle est prête à faire la maison. Elle peut afford le monthly mortgage payment. Elle a l'argent pour son paiement mensuel. Mais actuellement, c'est les frais, c'était le down payment. Elle avait besoin de 16 000 parce que la maison qu'elle voulait acheter, c'est dans les 300 000. Donc, elle avait besoin de 16 000. Donc, ce que moi, j'ai fait en étant son realtor, je l'ai connecté au programme qui s'appelle TSHAC parce que c'est une enseignante. Et elle a pu avoir 13 000 comme cela. Elle avait besoin de 16 000. Donc, elle a eu 13 000 du programme et j'ai structuré le contrat d'achat avec le
le vendeur de la maison pour que le vendeur même de la maison la donne de l'argent. Donc, elle a eu, je pense en fin de compte, elle a eu 5 000 et quelques même, 5 500 du vendeur, et elle a eu le reste, 11 000 et quelques, du programme qui s'appelle T-Shack. Donc, actuellement même, c'est la semaine prochaine, on va close. Quand elle va partir pour signer ses papiers, on va la remettre son argent de Earnest Money. Earnest Money, c'est l'argent qu'elle avait mis en avance, c'était 3 000, je pense. Donc, elle va payer sa maison 0%. Elle a rien, elle n'a pas eu besoin de payer anything. Et son paiement, ça va être 2 500 comme c'est là. Donc, il y a beaucoup de stratégies. Le vendeur de la maison peut te donner des contributions. Si c'est les nouvelles maisons, les builders, là, eux-mêmes, ils peuvent te donner de l'argent. Il y a des programmes, il y a plein de programmes que je connais. À Houston, par exemple, il y a un programme ici aussi que si tu n'as pas besoin d'être teacher, infirmier ou policier, mais si ton income est, je pense que c'est moins de 80 000 à Houston, on peut t'aider à payer une maison avec 0% down. Donc, ce sont des programmes comme ça que j'essaie vraiment à connecter mes clients avec. Je les demande, OK, qu'est-ce que tu fais? Ton travail, combien tu as déjà? Et c'est comme ça, on le fait ici. On est un peu pris par le temps. J'ai envie d'aborder l'investissement parce qu'on pense souvent à maison pour habiter. Il y a ces personnes qui sont pas encore prêtes à être locked in dans un prêt à long terme quand c'est pour habiter, parce qu'il arrive des fois où le loyer actuel qu'on paye est beaucoup inférieur à si on devait s'acheter une maison. Mais si c'est un investissement qui va rapporter quelque chose à la fin du mois, ou au moins qui va nous permettre dans quelques années d'en tirer profit, beaucoup sont prêts à ces genres-là. Est-ce qu'il y a une différence dans le processus quand il s'agit d'un investissement versus quand il s'agit d'une maison à habiter? Une petite différence seulement. Avec mes investisseurs, il y a deux façons d'acquérir une maison d'investissement, par exemple. Et disons que si j'ai 100 000 $, la plupart du temps, quand tu veux payer une maison pour investissement, on va te demander de mettre plus dedans, 20%, parce que la banque se dit, OK, si quelque chose arrive, tu as moins d'argent, peut-être que tu vas payer là où tu vis avant de payer la maison, le prêt de la maison de l'investissement. Donc, ils veulent voir que tu as mis assez de toi-même. Donc, la plupart du temps, 20%. Si tu ne vis pas ici, si tu ne vis pas au Texas, si c'est loin de chez toi, tu vas devoir, même si tu payes une deuxième maison, même si c'est une deuxième maison pour toi, je vais avoir une maison en Floride et je vais avoir une maison au Texas. Ta deuxième maison, c'est directement vu comme une maison d'investissement. Mais avec mes investisseurs, je leur demande, avec 100 000, si tu as 100 000, est-ce que tu veux utiliser 100 000 pour avoir 4 maisons ou bien tu veux utiliser 100 000 pour payer une maison? Donc, on essaie de jauger, j'essaie de jauger ce case scénario. Si c'est possible qu'ils puissent payer la maison avec le moins, c'est mieux. Parce que ce que je dis souvent à mes clients est que les gens qui ont peur du prêt utilisent l'argent des autres pour faire ton argent, pas ton argent. C'est ça le smart investing. Like, use other people's money to make money. Et ça ne te coûte pas. Et par exemple, Dimitri, aujourd'hui, je vais prendre Michael, c'est lui le client. Michael, il vit dans sa maison, il est à Dallas. L'année prochaine, disons que Michael peut payer une maison avec seulement 3,5 ou 5%, disons 25 000, fictivement. Mais si Michael veut payer la maison ici à Houston où je vis, Michael va devoir mettre 20%. Mais comme Michael veut investir et Michael est smart, Michael va seulement déménager de sa maison et rester dans sa ville parce que il peut convaincre quelqu'un qui va vivre dans l'autre maison et il va effectivement vivre dans cette maison et il investit et il utilise l'autre maison à louer. Donc, tu peux déménager d'une maison à l'autre si tu es capable, si c'est dans la même zone où tes enfants vont à l'école ou bien si tes enfants vont dans une école privée ou quoi que ce soit. Ou bien maintenant, tu vas devoir mettre plus et la plupart des investisseurs, à la fin du mois,
tu fais sortir, tu prends le loyer de tes clients et tu fais sortir un peu d'argent pour compléter. C'est bien, mais c'est pas encore arrivé. Ce qui est arrivé, c'est que tu trouves un client, un locataire qui va te donner l'argent et qui va payer le prêt. Et puis, un peu garder un peu si c'est possible, at least. Comme ça, tu as fait un smart investment. Donc, c'est, pas que j'ai beaucoup, mais c'est available avec tous les realtors qui sont là. On a ce knowledge. Every realtor have the knowledge is available. Do they have it? Est-ce qu'ils ont ça? Est-ce que c'est leur spécialité? Comment ils peuvent facilement t'aider à résoudre le problème de l'investissement, mettre tous les points à jour avant que tu t'embarques dedans. Et le plus important, t'expliquer le processus de telle sorte que à la fin, comme Michael par exemple, je sais qu'il était dans de bonnes mains. Quand tu vas payer ta maison, tu peux expliquer ça à ton enfant de 6 ans. Pas que tu vas sortir comme realtor, mais le procès a été tellement simplifié que tu as les mots pour ça. C'est très, très intéressant. On apprend beaucoup. Il faut fixer son crédit. Il faut économiser de l'argent pour le down payment. Il faut profiter des first. C'est des loans spéciaux hein, pour ceux qui achètent pour une première fois. C'est beaucoup plus bas. Est-ce qu'il y a d'autres tips que vous pouvez partager avec la communauté pour ceux qui hésitent encore? Pour les tips, je me dis, par exemple, moi aussi, je suis spécialisé dans pour les personnes qui peuvent payer la maison pour la première fois. Vraiment, la question que moi je peux les poser, c'est pourquoi vous attendez? Parce que plusieurs fois, j'ai appelé mes amis à gauche, à droite, mes amis qui viennent d'avoir des enfants, je demandais pourquoi vous attendez. Bon, les histoires qu'ils me racontent, je vois que vraiment, c'est bizarre, mais franchement, je les conseillerais surtout pour les personnes qui veulent payer les maisons pour la première fois. Il y a un processus, mais c'est vraiment pas long. C'est juste avoir le crédit. Et le crédit score, bon, c'est 620, hein, 620, et puis être dans le income. Donc, combien tu fais annuellement. Une fois que c'est déjà ça, le reste, on peut chercher le programme pour vous. Hein. Le programme, bon, c'est plus facile. C'est juste que on va demander, par exemple, bank statement, le W2. Et puis, d'autres, c'est seulement les 3, hein, et puis après, on va vous prier pour le loan, pour le down payment. Donc, franchement, il y a des programmes que je viens de travailler il n'y a pas la semaine passée. Tu as besoin seulement de $100. $100 d'avance pour avoir des maisons. Et comme on parlait d'investissement, ça peut être des maisons d'investissement. Tu as besoin seulement de $100 et puis voilà, tu peux être qualifié pour des investissements. Et ça, c'est des maisons, voilà. Bon, comme investissement, tout le monde sait, il y a toujours des risques. C'est des maisons, j'ai vu une maison, c'était à 450 000, la maison était belle, tout. Mais voilà, il y a personne pour prendre. Et je suis là, souvent, je me mords le doigt, mais bon, quand on appelle les gens, il y a toujours cette pensée du pays, du Burkina Faso, et je me dis que tu es là pour l'instant, tu as des enfants, tu vois, non? Et pour payer une maison, c'est pas seulement payer une maison. Ce que les gens oublient là, c'est pas seulement payer une maison. Quand tu payes une maison, tu as aussi, comme on dit en anglais, you build equity. Tu vois, non? Ce qui fait que la prochaine fois que tu vas aller pour prendre une autre maison, et tu as déjà une histoire, que tu as été un bon client, on t'a fait un prêt, tu as payé. Donc, ce qui fait que la banque aura plus confiance en toi. Donc, c'est pas seulement le crédit. Le crédit, c'est le début, mais une fois que tu es déjà dedans, il faut continuer à build l'équity pour que pour faire entrer, par exemple, 5-6 ans, tu veux devenir investisseur. Ça, c'est facile. Ce qui fait que moi, j'adore les finances, hein, parce que les gens ne comprennent pas que peut-être on peut faire beaucoup plus d'argent en étant juste malin par rapport à comment on investit. Je sais pas si les autres vont ajouter quelque chose. On va faire un tour de table pour les derniers tips, les recommandations pour la communauté avant de conclure. Bon, ce que je conseille, c'est que il faut ne donne pas ta confiance seulement à n'importe qui. Et en disant ça, même à moi, mes clients, il faut poser des questions. Pose des questions et sache que ton realtor est seulement une partie.
l'argent est seulement une partie du procès. Tu as la personne qui t'aide avec le prêt. Et la plupart du temps, les gens disent, je veux protéger mon crédit. On protège le crédit seulement pour les crédits. Ils ne veulent pas appliquer, ils ne veulent pas que quelque chose arrive à leur crédit. Ils ne veulent pas qu'on pull. They have a hard inquiry. Mais ceux qui louent actuellement, je veux leur dire seulement, il ne faut pas penser que c'est une mauvaise chose de louer. C'est pas tout le temps une mauvaise chose de louer. Et utilisez le moment où vous êtes en location pour bien vous préparer. Pour bien vous préparer et poser les questions. Allez voir la maison, même si tu viens de signer ton lease et que tu sais que je serai là dans mon contrat de bail pour peut-être 2 ans. Allez-y voir la maison comme si vous allez payer. Allez-y voir les maisons, parlez avec les professionnels et dites-leur, je ne suis pas prêt. Je pense, moi et puis ma famille, on pense peut-être dans 2 ans. Si cette personne est prête à travailler avec vous, pour seulement par l'amour du travail, pour l'amour de ce que la personne fait, vous êtes dans de bonnes mains. Et peut-être que la personne n'a pas le temps aussi, et puis il faut comprendre ça parce que c'est comme ça, c'est peut-être comme ça aussi que c'est ce que la personne fait seulement pour nourrir sa famille, mais que la personne ait cette présence d'esprit pour te dire, vraiment, actuellement, je n'ai pas le temps, mais dans 2 ou 3 mois, on peut commencer. Tu es dans de bonnes mains. Et n'hésitez pas à faire l'application pour les prêts de maison. Fais ça, c'est comme quand tu vas chez le docteur, every year. Tu ne te sens pas mal, mais tu vas chez le docteur et puis on va faire physical. Et puis on va peut-être te dire, il y a ci, il y a ça. Donc, tu penses que ton crédit est bien, mais c'est bien, mais il regarde plus que ça. C'est pas seulement les chiffres. Parce que payer une voiture, c'est différent de payer une maison. Si par exemple, tu as des prêts, tu as des collections médicales, si tu as des frais médicaux, même si c'est 20 000, 30 000, 100 000, ça ne t'empêche pas de payer une maison. Ça ne t'empêche pas. Mais si si par exemple, monsieur et madame ont des prêts sur leur voiture, si par exemple, tu étais approuvé à payer 4 500, quelque chose qui va un loyer de 4 500 par mois, et que les prêts de voiture vont à 1 000, on ne va pas t'approuver pour 4 500. Mais ils vont se dire, comme tu es un bon prêteur, on va penser que vous allez payer les voitures aussi. Donc, en ce moment, on va réduire l'argent qu'on va prêter pour l'achat de la maison. C'est à peu près à 3 500 par mois. Donc, on regarde beaucoup de choses. Donc, parlez à un bon loan officer pour les prêts, rentrez et faites l'application et la personne, donnez toutes les informations. Ils vont demander les pay stubs, les statements de banque et laissez la personne. Vous n'êtes pas pressé dans 2 ans, mais faites l'application pour savoir où vous êtes. Peut-être que vous êtes prêt et vous décidez, OK, je suis prêt financièrement. Quand je serai vraiment prêt, en général, je vais payer. Ou bien, oh, wow, je vois que je ne suis pas prêt. J'ai l'occasion maintenant de m'apprêter pour ça. Donc, posez des questions. J'aime bien répondre. J'ai dit à mes clients, quand on va chercher une maison, si tu ne veux pas la maison, dis-moi seulement, tu ne veux pas la maison. Dis-moi seulement, mais permets-moi aussi de te demander pourquoi tu ne veux pas la maison. La raison pour laquelle vous permettez à votre agent de mettre ça dans leur tête et puis se dire, OK, la personne ne veut pas la maison. J'ai des clients et là où le soleil se lève, à cause de ça seulement, ils n'aiment pas. Donc, j'ai compris. Oh, OK, c'est une maison. Il veut que le soleil se lève à l'est. La plupart, des clients que j'ai servis qui sont indiens, musulmans indiens, il faut que le soleil, il faut que la porte va faire face à l'est. Et d'autres personnes, c'est différent. Mais soyez à l'aise parce que cette personne sera payée. Nous, on sera payés enfin. C'est vous qui allez rester dans la maison. Si tu n'aimes pas quelque chose ou bien si tu as des doutes et si tu vois la maison une première fois et qu'il y a quelque chose qui te dérange, n'oublie pas, ça va te déranger tout le temps pendant les 30 ans si tu vas vivre dedans. Donc, faut pas penser, souvent je dis à mes clients, oh, la fille, elle est gentille. Non, dis-moi directement. Dis-moi, je suis payé, c'est ça mon travail. Dis-moi, je n'aime pas la maison, je n'aime pas cette zone. Et permets-moi de t'apporter les informations pour te dire, tu sais quoi, tu fais une petite erreur, voilà. Ou bien, on est sur la bonne marche. Donc, soyez ouverts, n'ayez pas peur de faire des applications pour de loan. Et ceux qui ont des maisons actuellement, ceux qui ont payé leur maison, et je profite pour dire merci à ceux qui m'ont fait confiance dans la communauté. Et je ne vais pas dire les noms pour en manquer, mais je tiens à les remercier de m'avoir fait confiance et de me permettre de les accompagner dans le procès. Et
pour tout le monde, pour ceux qui écoutent, qui vont nous entendre et qui ont des maisons, et se dire que j'ai payé ma maison et il y a 5 ans. Maintenant, les moyens financiers, c'est 3 ou 4 fois. Maintenant, je n'aime pas la maison, je veux quelque chose qui est mieux. Qu'est-ce que je fais? Donc, on est là, on ne peut pas discuter de tout ça actuellement, mais on est là. Si vous nous contactez, on est là pour vous aider à trouver les solutions. OK, maintenant, l'école n'est pas plus bien. Et peut-être que vous avez des enfants, ils partaient au daycare au moment. Maintenant, on comprend maintenant les choses. Et qu'est-ce que je fais pour résoudre ce problème? Votre agent peut vous dire, tu sais quoi, on peut mettre la maison à louer, mais ce n'est pas nous qui décident. Ou bien, on peut vendre la maison. Mais peut-être le marché n'est pas bon pour vendre. Il y a toujours, il y a l'agent va avoir cherché des ressources pour vous permettre de payer, de vendre votre maison et de sortir votre argent sans vraiment être pénalisé. Et il y a des façons de faire ça. Il y a vraiment de façons de faire ça et c'est comme on dit, c'est par manque de mots, je vais dire c'est legit. Ajouter un peu d'humour. Quand j'ai payé ma maison, le jour que j'ai fini, on a signé les papiers. Dimitri était là, on a signé les papiers et tout. Dimitri est parti avec ma famille, avec la maman et tout. J'ai pris la clé de la maison, je suis revenu et j'ai ouvert la porte. C'est une grande maison. Je me suis assis au niveau des escaliers à l'intérieur. Je regarde la maison à gauche et à droite. Je me suis dit, qu'est-ce que moi je pourrais payer cette maison-là? C'est la question que je me suis posée. Mais je me suis dit, ça va aller, on va le faire. Et voilà, ça fait 5 ans que j'ai la maison. Je m'en sors, Dieu merci. Et je n'ai pas de problème. Je remercie le bon Dieu pour ça. Et ça apporte beaucoup d'éducation dans le domaine financier. Ça vous aide vraiment aussi à être sérieux et à vous organiser même dans vos finances en fait. Parce que quand tu as une maison, tu sais que tu as une très grande responsabilité. Tu dois payer la maison, les factures et tu dois prendre soin de ta famille. Bon, prendre soin de sa famille en premier et payer ces factures-là. Et ça vous aide vraiment beaucoup à vous organiser en fait. Donc vraiment, j'encourage. Je ne dis pas que ce n'est pas la même chose quand on a un appartement. C'est bien, voilà, mais la maison encore, ça porte un peu plus de charges financières et ça vous aide vraiment à vous organiser dans vos activités, dans vos finances en fait. Donc, j'encourage vraiment les gens à le faire et puis voilà. J'aimerais ajouter et dire que vous avez tous de l'expérience et je pense que ça va servir beaucoup à la communauté. Voilà. Ce genre de discussion-là, il faut qu'on ait ça le plus souvent pour permettre vraiment à ce que nos compatriotes puissent avoir l'information nécessaire de prendre le pas. Aux États-Unis ici, ce que j'ai remarqué en tant que Burkinabé, c'est que l'information manque à beaucoup de nos compatriotes. Que tu veuilles payer une maison, que tu veuilles aller à l'école, payer une voiture ou quoi que ce soit, même aller au service des postes pour mail quelque chose. Il y a des informations, quand tu as ça, ça te facilite la tâche. C'est dans le même cheminement, je pense que l'information que vous êtes en train de partager ici va servir beaucoup à nos compatriotes et j'espère vraiment qu'ils vont prendre attache avec vous pour commencer à initier le processus d'achat de maison. Il y a beaucoup d'autres realtors aux États-Unis. Vous êtes des experts. Il y a d'autres experts dans d'autres États. Et par exemple, à New York, il y a l'aîné Herman Caboret, qui est un realtor et qui vend des maisons et qui poste des photos et tout. Souvent, du côté du Nebraska, il y a monsieur John Wedrago, qui est un realtor. Donc, tout ça, ce sont des gens qui ont l'expertise et qui peuvent vraiment vous guider dans tout ce que, dans tous les pas que vous allez prendre pour payer une maison, en fait. Donc, je vous encourage vraiment à contacter ces différents realtors, là, ces experts en la matière, pour qu'ils puissent vraiment vous aider.
Tu demandais les tips, right? Les tips que je veux que les auditeurs comprennent. J'ai 2 types. Premièrement, j'avais un enseignant, un de mes enseignants préférés. Il disait vouloir, c'est pouvoir. OK? Et c'est cette mentalité-là. Je pense que le real estate, l'immobilier, c'est un jeu mental, au fait. Karine a bien parlé des différentes stratégies. Vivre dans une maison pour une année, déménager, prendre une autre maison, faire le même système, si tu as des frères, si tu as des soeurs, si tu as des parents ici, vous pouvez même payer les maisons ensemble. Tu n'as pas besoin juste toi seul, mettre ton cœur là-bas, dire c'est moi seul qui dois prendre la maison. Non, il y a beaucoup de stratégies. Tu n'as pas besoin de le faire seul. Il y a beaucoup d'aide, il y a des down payment assistance, il y a beaucoup. C'est un jeu mental et vouloir, c'est pouvoir, right? Si tu veux le faire, tu le pourras. Yes, tu as besoin d'argent, tu as besoin d'un crédit, mais il y a beaucoup d'aide qui est là. Les agents immobiliers, on peut vous connecter au loan officer, right? À des banques, à des programmes. Donc, c'est vraiment ça. Et il y a des maisons, il y a des biens immobiliers dans tout budget. Si vous me suivez sur l'Instagram ou bien sur les sites sociaux, je suis vraiment passionnée à montrer aux gens que même si tu as 50 000, 100 000, il y a des maisons, il y a des condos, il y a des appartements, il y a des terrains que tu veux payer, des non lotis, il y a beaucoup. Donc, l'immobilier, c'est pas juste une maison de 3 chambres, 2 douches. Il y a plein d'autres choses que tu peux le faire. Et dernièrement, il y a 4 personnes que je recommande tout le monde d'avoir ou de connaître. Premièrement, il faut connaître un docteur aux États-Unis. Il faut connaître un avocat et un conseiller financier. Et quatrièmement, un immobilier. OK? C'est pas que tu as besoin, il y a Karine, il y a Dimitri, il y a Abdel, il y a moi. Il faut juste avoir une relation avec ces personnes. Tu peux même nous appeler et dire, hey, c'est quoi le taux d'intérêt? Toi, tu penses quoi à ton avis? J'ai 50 000. Comment est-ce que je peux utiliser cet argent dans l'immobilier? C'est des conseils que tu peux avoir parce que tu as maintenu des relations avec un agent immobilier. Et si, non, je ne souhaite pas qu'on aura besoin d'un avocat, bien sûr, mais c'est bon quand tu connais un avocat. Si tu as des problèmes, c'est ton ami, tu as une relation, tu appelles, tu demandes des questions. C'est comme cela, il faut traiter, les business. Avoir des gens dans ton circle, comme on dit en anglais, que tu peux vraiment appeler, texter pour dire, OK, voici ce problème ou voici ce que je pense en tant que professionnel. Qu'est-ce que toi, tu en penses? That's it. Je pense que tout le monde a déjà tout dit. On va plus se répéter, mais mon dernier truc, c'est de la même manière que tu as besoin d'un avocat pour aller à la justice, c'est de cette même manière que tu as besoin d'un agent pour les maisons. Donc, n'attendez surtout pas, demandez les questions, appelez-nous. Moi, souvent, même quand j'appelle les gens, souvent, ils ne décrochent pas. Mais voilà, c'est comme ça. On est là pour aider. Appelez-nous, posez les questions. Ça ne dérange pas du tout. C'est juste le transfert de la communication, des informations surtout. Donc, n'ayez pas peur de nous appeler. N'ayez pas peur d'être ouvert. Parce que la plupart du temps, les gens ne veulent pas commencer à parler de leurs finances parce que c'est comme ça. Non, on est entre nous, on se comprend. On sait comment ça se passe. Donc, n'ayez surtout pas peur. Contactez-nous. Et puis, voilà, il y a toujours des solutions, il y a toujours des moyens pour aider quelqu'un qui veut vraiment payer une maison, qui est motivé pour payer une maison. Tout ce que tu discutes avec un agent immobilier est confidentiel. Les gens qui ne savent pas. Yes. On est comme des avocats. J'ai pas vraiment trop grand chose à ajouter parce que tout le monde a presque tout dit actuellement. Donc, en tout cas, je tiens à dire merci à Namketa et à Michael pour la plateforme qui nous a été offerte et également dire merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Donc, je pense que l'objectif, comme on dit, nous sommes là pour accompagner, pour éduquer et déconstruire un peu le mythe de l'achat de la maison aux États-Unis parce que ce n'est pas, comme on dit ici, it's not rocket science. C'est la méthode et la stratégie que vous appliquez qui paye. Et quelque part, là, je pense que Mika et moi, on parle beaucoup par rapport à souvent certains projets du futur. On a toujours cette aspiration de vouloir rentrer au pays. Tout le monde, d'une manière générale, veut toujours repartir au Burkina.
Mais il faut toujours penser à construire là où on est. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas investir ou construire au Burkina, mais vous vivez ici, votre famille est ici. C'est très important de pouvoir les mettre en sécurité, de aussi, quelque part, là, le retour sur investissement est beaucoup plus grand quand on achète une maison aux États-Unis que quand on construit sûrement au pays. Je me dis, ce n'est pas forcé également pour tous ceux qui achètent de rester dans une maison pour 30 ans. Nous sommes là pour accompagner. Ça veut dire au bout de 5 ans, au bout de 2 ans, au bout de même 1 an, si vous décidez que pour une raison quelconque, vous voulez revendre la maison, vous voulez aller acheter une autre maison parce que financièrement, Dieu vous a béni, nous sommes là pour vous accompagner encore. Donc, je veux dire, il y a tellement d'aspects qui peuvent être abordés dans le domaine de l'immobilier aux États-Unis. Et chaque personne vient avec son expérience. Je veux dire, Karine est dans le domaine depuis très longtemps. Et à chaque fois que je communique avec elle, il y a toujours quelque chose de nouveau que j'apprends avec elle, même étant un agent immobilier, étant dans le domaine depuis très longtemps. Et vice-versa. Ça veut dire, on se nourrit nous-mêmes des uns et des autres. Et chaque client que nous rencontrons, et à chaque épreuve, parce que comme on dit, il y aura toujours des épreuves, il y aura toujours des difficultés. Mais nous sommes là pour permettre à ce qu'on traverse ces difficultés et ces épreuves-là ensemble. Voilà, donc c'est l'idée dans laquelle moi je veux que beaucoup de gens soient optimistes. C'est ça parce que on vous dit votre crédit n'est pas bon, que vous ne pouvez pas travailler sur votre crédit pour revenir acheter. Ou c'est parce que votre income n'est pas là où ça doit être, que vous ne pouvez pas, peut-être dans 1 mois, dans 2 mois ou dans 3 mois, venir acheter. Et pensez que, comme nous, agents, nous voulons, la satisfaction principale d'un agent, ce n'est pas seulement l'argent que nous recevons à la fin d'une transaction. C'est le fait de pouvoir se dire qu'on a fait partie d'un processus qui est très important dans la vie d'un compatriote. Je vais vous remercier, Namketa, Michael, Karim, Abdel et Dimitri pour cette opportunité de venir ensemble. La communauté, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'important. Étant immobilier, on le voit ça partout ici aux États-Unis. On voit les Nigériens qui travaillent avec les Nigériens, les Indiens qui travaillent avec les Indiens, et c'est juste ça le fait, c'est comme ça. Et donc, c'est vraiment très bien d'avoir l'opportunité de parler avec notre communauté pour qu'ils sachent qu'on est vraiment là pour eux. On se soutient, on est là ensemble. Yeah. En tout cas, Mika, merci pour l'initiative. Namketa, nice to meet you. En tout cas, ça fait plaisir. Toujours, c'est dans le cadre d'aider nos communautés à se développer. C'est pour ça qu'on a eu cette initiative-là. Donc, le merci ne me revient pas, mais le merci à vous parce que c'est vous qui avez l'expertise et c'est vous qui avez accepté de partager cette information-là avec la communauté. Donc, je vous suis vraiment reconnaissant. Merci aussi à Namketa comme je l'ai dit tantôt, d'avoir créé un time slot dans son schedule pour pouvoir vraiment nous permettre de nous asseoir ici et puis discuter tous ensemble par rapport à l'immobilier aux États-Unis. Donc, toujours dans l'objectif du HCBE, de développer nos communautés, faire de telle sorte que nos communautés aient la bonne information pour investir aux États-Unis ici et au Burkina Faso et aider notre pays à se développer. C'est la raison pour laquelle vraiment nous prenons des initiatives pareilles. Nous travaillons avec notre équipe ici et vraiment ça nous permet de aider nos communautés. Et c'est pour cela qu'on a été élus et c'est ce que la direction dans laquelle nous allons aller toujours. Merci. Je profite pour dire merci. Merci à toi, Namketa, et à mes frères et sœurs ici et collègues en même temps. Et aux auditeurs, ceux qui vont nous écouter ici et aussi d'ailleurs du Burkina Faso et ceux qui leur rêve n'est pas de rester aux États-Unis, mais ils partent ou bien ils ont les moyens et qui cherchent à investir aux États-Unis. Tu n'as pas besoin d'être un patriote des États-Unis, tu n'as même pas besoin de rester, d'avoir mis les pieds ici pour avoir un prêt. Vous pouvez avoir un prêt à hauteur de 70% de la valeur de la maison. Donc, pour ceux qui, au Burkina, il y a cette partie aussi que j'avais oublié de mentionner. So, merci vraiment et I'm grateful. Thank you for your time. Thank you so much.
Ce sujet est très, très vaste, très, très, très important. Donc, forcément, on ne peut pas tout couvrir en une session, mais grâce à votre expertise à tous, on a pu au moins lever l'équivoque sur les questions qui reviennent fréquemment dans notre communauté. Donc, merci infiniment à vous pour votre temps. Merci à Monsieur Bazier d'avoir permis cette rencontre. En tout cas, ça nous ouvre les yeux. On voit que devenir propriétaire ici aux États-Unis, ce n'est pas inaccessible. C'est un chemin, même s'il y a des étapes et il y a des défis. Il y a aussi des solutions. Si on a de l'accompagnement, si on a des professionnels compétents comme vous pour nous guider, c'est quelque chose qui est à portée de main. Donc, à vous tous qui nous regardez, n'ayez pas peur, ne restez pas bloqués sur les idées reçues. Tout ce que vous avez comme inquiétude, ils ont bien démontré que ce n'est pas insurmontable et ils sont là avec nous dans la communauté pour toujours nous accompagner. Donc, n'hésitez pas à les contacter, à leur parler, à chercher des solutions dont vous avez besoin pour réussir cette aventure-là dans l'immobilier aux États-Unis. Comme ils l'ont dit, c'est pas parce qu'on a des idées ou on a des rêves de retourner vivre au pays que ça nous empêche d'avoir des maisons ou au moins voilà des biens immobiliers ici. On peut bien entendu les utiliser comme des investissements. Et si on y vit quelques années et qu'on décide après de revendre pour rentrer au pays, au moins on aura peut-être un peu de jetons à se mettre dans la poche. Donc, ce n'est pas une excuse. Merci encore à vous d'être là. Merci pour la clarté avec laquelle vous avez exposé et décortiqué, voilà, ce sujet-là. Donc, à tous, merci de nous avoir suivis et restez connectés sur Parcours Atypique où nous explorons des histoires et aussi des discussions, voilà, qui nous permettent d'élever notre niveau de vie et de réussir nos rêves. À très bientôt pour un nouvel épisode.